Bien, bonjour à tous et bienvenue à notre réunion. On est heureux de vous présenter en tant que Cercle Entreprises et Santé. Le thème de notre débat, ça va être les débats et le numérique. Les data et le numérique en santé, c'est destiné à prendre une part, je dirais, dominante dans le domaine du numérique mondial. Une part dominante, bien sûr plus importante que l'astronomie, mais plus importante que les finances. Et pour en mesurer l'importance, on pense que le tiers de l'informatique mondiale sera fait de data de santé. Elles sont importantes parce qu'elles permettent d'exprimer tout un potentiel prédictif. Et c'est pour ça qu'en France, on voit se développer l'agence numérique en santé, l'espace numérique en santé. Développement des data et de leurs applications pour devenir prédictives, c'est que on a surmonté l'hétérogénéité du recueil des données. Je suis malade à Marseille, mais opéré à Lille. Mes données sont enregistrées dans des logiciels différents, dans des nomenclatures différentes. Et tout ça, il faut le rendre communicable pour pouvoir l'exploiter. Et la deuxième difficulté, c'est la confidentialité des données personnelles à préserver. Ceci étant, dans un espace particulier qui est le domaine des santé au travail, que nous connaissons mieux, nous employons, nous, le cercle, à ce que les progrès soient le plus fort possible. Et sous le pilotage d'Anne-Marie Devèvre, nous allons, avec nos intervenants que je salue, vous montrer quelques exemples de progrès dans le sens des constructions de programmes à partir des données de santé au travail que l'on peut déjà exploiter intelligemment. Donc, la parole est maintenant à Anne-Marie pour piloter les interventions. Merci de votre attention. Merci et bonjour à tous et donc bienvenue sur cette session essentielle sur la question des data. Alors, vous venez d'entendre, j'espère que ça va marcher, mais je crois pas, donc tant pis, je vais le faire sans les mains. Vous venez d'entendre mon cher président sur l'ambition et globalement l'ambition en général, et je dois dire qu'on en est nous aujourd'hui à notre quatrième étape et que quatrième session marathon de Préventica sur ce qu'on appelle des UX Forums. UX Forum, l'idée c'est en termes utilisateurs et en point de vue utilisateur, quel est le mesurer, apprécier, connaître l'impact des innovations. Alors, innovation hard, par exemple, c'était ce matin les exosquelettes. Comment? Alors, on a un axe fort sur les femmes, donc c'était femmes et exosquelettes. Hier, c'était sur les capteurs, et donc les capteurs, encore une fois, source essentielle de données ergonomiques, mais aussi de données santé. L'après-midi, on était en plein. Alors là, c'était totalement data-driven, si on peut dire, et c'était sur la santé, la prise en compte de la santé globale, santé travail, vers la santé globale, avec un petit clin d'œil, et pardon, qui était un peu, on va pas se traiter d'huître, mais un peu de citron sur le bord de l'huître, c'est qu'on avait initié il y a 4 ans ce type de démarche. Il y a 4 ans, alors j'avais essayé à l'époque de contacter Santexpo, rien du tout, mélangeons pas les torchons et les serviettes. Et donc il y avait, quand vous sortez du métro, vous avez la grande entrée de Santexpo d'un côté et la petite entrée, ou quand même grande, de Préventica d'un autre. C'était ça il y a 4 ans, et donc on pensait que ça pourrait changer. Eh bien non, ça change pas
complètement, et donc faut quand même pas dire, alors c'est les éternels trucs que vous connaissez peut-être, mais que dont vous subissez, j'allais dire, les effets là, et qui ont les difficultés institutionnelles, disons-le comme ça, entre les instances des ministères du Travail et les instances du ministère de la Santé. Mais, alors je ne sais pas si je vais réussir à faire marcher mon machin, mais on a eu, alors il y a 10 jours, une surprise complètement étonnante avec, tenez-vous bien, l'inauguration d'un service autonome qui se créait de santé au travail. Alors, je ne savais pas que la Champagne et la Marne étaient dans le Grand Est, mais oui, c'est dans le Grand Est. Donc, dans le Grand Est profond, en Champagne, dans une structure d'ailleurs géniale, pilotée par un type complètement génial que Marianne, je connais globalement grâce à toi, et qui est une structure industrielle qui s'appelle Axon Cable, et qui a, donc ils ont, je crois, 40 000 personnes au travers le monde. Et là, ils ont un établissement de 800 personnes, et le truc était inauguré, devinez par qui? Eh ben, par le ministre de la Santé. Je dois dire qu'on a salué son courage d'être là sur les brisées d'un autre ministre, et donc quand même les choses progressent un peu de ce côté-là. Alors, je crois que compte tenu de la vision, là on attend, et il va pas tarder, il va nous rejoindre. Alors là, je viens d'avoir un message de sa conseillère parlementaire qui me disait que il était coincé par une audition. Non mais il va arriver, hein, ce sera peut-être l'Arlésienne, hein, par l'audition de Madame Le Pen en ce moment, et qu'il pouvait pas faire autrement que d'être là, mais qu'il allait pas tarder à nous rejoindre. Et je dois dire donc que ce que je vous annonce, qui est le député Éric Botorel, qui est député des Côtes d'Armor. C'est important pour nous d'avoir aussi le législateur, c'est un représentant du législateur, un député, allait être là avec nous. Alors, que personne ne sorte, je vais essayer, et vous allez me dire si ça marche. Mais oui, ça marche. C'est génial. Donc, ça, c'était mon président, comme vous ne l'auriez pas su. Voilà, et voilà le député, donc Éric Botorel. Et alors, merci à Préventica, parce que c'est Dorothée, je ne sais pas si elle est là, Dorothée Néraud, qui nous l'a envoyé. Et il tenait absolument à être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est suffisamment étonnant, si je peux me permettre, venant et surprenant bien venant de la part d'un homme politique connu, et c'est célèbre pour le traitement de la question des data, pour le souligner. Donc, merci à lui, le voilà. Il sera là, je pense, avec nous tout à l'heure. Alors, je vous présente la façon dont on va fonctionner, si vous voulez bien. Et ce qu'est cet UX Forum, c'est le deuxième UX Forum sur les data. Là, c'est une de nos vieilles obsessions au cercle, c'est que il n'y a pas de politique, si vous voulez, de pratique ou de programme pratique qu'on met en place qui ne soit fondé sur des données, sur des choses importantes. Sinon, on ne sait pas où, globalement, on ne sait pas où on va. Et ça, c'est le deuxième UX Forum. On en a eu un. Merci à vous, parce que vous étiez déjà présent au premier. Donc ça, c'était en visio en février. Et l'idée, justement, avec Préventica et d'autres, c'est de pouvoir faire cette alternance. De temps en temps, on est en visio, de temps en temps, on est en présentiel, et on continue là-dessus. Alors, je vous les présente, pas forcément dans l'ordre dans lequel ils sont là. Et on a aujourd'hui essentiellement des services interentreprises de prévention et de santé au travail. Il faut dire que globalement, si on peut dire en France entière, services interentreprises de santé au travail, c'est 16-17 millions à peu près de salariés que vous suivez. En gros, les services autonomes, alors on en a là qui est indirectement présent par Nathalie Perrin de Cafeté. Florent pouvait pas être là, ton médecin du travail, coordonnateur globalement pouvait pas être là, mais voilà, et ça représente à peu près 1 million et demi au total de salariés des grandes structures. Donc bravo pour le boulot et le travail que vous faites. Et donc Thibaut Fleury dirige et directeur général de Efficience Santé au Travail. Il nous dira ce que c'est tout à l'heure et surtout en quoi il avance, et je dirais bravo en utilisant ces données. Laurent Eck, on dit Eck ou Eck? Ça dépend des jours. Alors voilà, il est directeur général de Corrèze Dordogne, et il fait aussi un boulot absolument fantastique. Enfin, vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous Marianne Simino, représente Numéum. Numéum, ici, vous savez peut-être pas ce que c'est. Numéum, c'est le syndicat, j'allais dire patronal, dans les choses, la fédération patronale qui regroupe les entreprises du numérique.
et notamment du numérique en santé. Marianne est déléguée numérique en santé de Numéum. Et je dois dire que c'est tout à fait important quand on a non seulement l'onction institutionnelle, on espère avoir, mais avoir la bonne, mais c'est aussi quand on a les acteurs, je dirais, les acteurs du quotidien, ceux qui font, ceux qui construisent et ceux qui aident à construire là-dessus. Donc merci à vous quatre d'être là. Et je crois qu'il faut que je le laisse comme ça, sinon je coupe tout. Et voilà. Alors nos UX Forum, qu'est-ce que c'est? Pardon si je vous ai mis le petit truc là. Il fait que de m'embêter. Comme vous savez, c'est une logique de forum. C'est-à-dire que ce qu'on se dit, et surtout, j'allais dire sur les questions d'innovation, il n'y a pas une seule vérité révélée avec tout le monde suit le truc. Hein. Il y a vraiment plusieurs types et on est en travail, on est allé en élaboration, en montée des choses. Donc ça, c'est les forums. Et le côté UX, c'est priorité aux utilisateurs. C'est d'abord logique de ceux qui mettent en place sur le terrain. C'est ça qu'on veut mettre en avant. Dans un sens positif, c'est les pratiques innovantes en intégration des innovations sur, je dirais, la façon dont la relation au travail évolue, et puis surtout l'intégration des innovations, plus particulièrement pour certains segments. Alors pardon, heureusement, chez Marianne, là, on va voir que ce qu'on va développer beaucoup au deuxième semestre, ce sera beaucoup pour les femmes. Et donc sur femmes en santé et femmes en santé au travail. Alors, je continue à dérouler mon petit machin. Et donc, quelle que soit la chose, on a un peu l'impression que, comment dire, la dynamique est en marche. Nous, on piétine, je veux dire, on tourne autour de ça depuis des années, en train de regarder comment on peut faire et autres. Et avec, je dirais, c'est vraiment pas évident de demander. Et là, on a vraiment l'impression que les choses ont bougé, les choses bougent bien, que c'est un espèce d'effet clapet, qu'on ne reviendra pas en arrière. Et je veux dire que pour vous tous qui aussi êtes dedans et dans le mouvement depuis un petit moment, c'est un truc qui est vraiment important. Alors, le mouvement, il est mondial. Il faut voir, et là, de ce côté-là, ça doit être un exemple. J'allais dire, ça devrait être un exemple pour la France, c'est que l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, j'allais dire, travaille la main dans la main sur ces questions-là avec l'OIT. Et notamment, par exemple, ils ont sorti, c'était en mars au moment de la journée de la femme, là-dessus, pardon d'être un peu obsédé là, mais c'est important. Justement, ce qui avait été fait par un certain nombre d'entreprises et d'acteurs, là, c'était par exemple dans les pays nordiques, pour à la fois la détection et la réintégration, si on peut dire, des femmes atteintes de cancer, là-dessus, et avec des programmes absolument super. Et l'objectif pour nous, je dirais, c'est pour ça qu'on a appelé nos UX Forum littératie. Alors pardon, c'est un vieux terme d'ancien français qui veut dire acculturation. Je rentre dans la culture, je développe la culture et je la développe de plus en plus. Alors, ça nous a été piqué par les anglo-saxons, donc c'est revenu avec un C, mais en gros c'est pareil. Et l'idée, c'est bien ces trois étapes-là. C'est la culture de la donnée, la culture de la donnée de santé, et puis à partir de ça, la culture de l'action à partir de la donnée de santé, et pour nous surtout, de la donnée de santé-travail. Et ça, c'est important parce que c'est une optique positive. Et c'est vraiment l'une des choses, c'est-à-dire quand on a préparé notamment avec, si tu peux regarder si quand il arrivera notre noble député là-dessus, quand on a préparé les choses, on a bien mis l'accent là-dessus, c'est de vraiment montrer les dimensions positives de ces actions. Et souvent, en France particulièrement, mais pas que, quand on dit données, c'est hérissement avec, certes, c'est les données de santé, je veux pas mais on n'avancera pas si on n'a pas ça. Et donc les données de santé, chacun est certes responsable de ses propres données, donc on ne doit pas se les faire pirater, j'allais dire globalement n'importe comment, mais il est aussi responsable de contribuer à ce qui est un système qui non seulement, j'allais dire, si on regarde l'utilité, sera en prédictivité pour soi, mais aussi prédictivité. Cette conférence va maintenant être enregistrée. C'est moi? Bon, alors c'est enregistré, voilà. Bon, elle sera doublement enregistrée. Et pour nous, c'est un long chemin et on est content d'être avec vous aujourd'hui parce que ça fait 4 ans qu'on se bat là-dessus. Et que on se bat sur l'intégration. Et je salue Philippe Garabiol qui est là, qui nous a aidé et assisté. Merci Philippe, qui est le secrétaire général du COCT. Hein, donc révérence. C'est vraiment bien que vous soyez là. Sur l'intégration de l'intelligence artificielle et des data. Et ça, c'était 2019, 2020. On a montré aussi, et là, je veux dire, il y a des gens absolument qui font des trucs géniaux, notamment en utilisant le jumeau numérique médical. C'est-à-dire que ça,
c'est une centration sur la personne et sur son avenir de santé personnelle grâce à son jumeau numérique, en utilisant toutes ces données, et puis toutes les données, j'allais dire, des personnes qui lui ressemblent ou d'environnement. Et en l'occurrence, alors pardon, quand on est dans la cible, c'est vrai que ça vous marque. L'exemple qu'elle nous avait donné là, c'était par exemple sur une femme atteinte de cancer. Et donc on sait malheureusement quand on a un cancer que le plus souvent ça repartira. C'est triste, mais c'est quand même globalement comme ça. Et donc en gros là, l'idée c'est de simuler l'évolution de cette personne, son évolution physiologique, si on peut dire, avec notamment les traitements qu'elle peut avoir pour voir. Parce que c'est aussi malheureusement l'autre certitude, c'est qu'à un moment, un traitement qu'on a ne marchera plus. Et donc, il faut pouvoir anticiper suffisamment et le faire. Et donc, c'est une fille géniale qui a développé ça au laboratoire de Prairie, qui est le laboratoire de Polytechnique. Et la question qu'on lui posait, c'est, Stéphanie, quand est-ce qu'on pourra faire la même chose sur les TMS? Et elle me dit, elle arrive, moi, le petit doigt sur la couture du pantalon, quand vous voulez, mais on n'a pas les données. D'où l'importance d'avoir des données en nombre suffisantes, en gros, pour ça. Et puis, et voilà. Et donc, l'autre impression que le plafond de verre se fendille, c'est le décret que vous avez tous vu, qui est le décret de novembre dernier, novembre 2022, et qui dit que maintenant, le dossier médical en santé-travail, d'abord, ça lui donne une structure qui est très importante, et en même temps, ça oblige légalement à une numérisation de ce dossier, et donc à pouvoir le consolider par la suite. Alors voilà, et donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, hein. Donc le 28 avril, on a été très très contents. Et en plus c'était très marrant parce qu'à la fin, ils lui ont fait faire une séance d'échauffement. Alors c'est très marrant, enfin bon, c'est pas très charitable, mais de voir un ministre en costard 3 pièces se faire de l'échauffement. Il s'y est prêté avec une grande gentillesse, mais c'était voilà la santé-travail et l'intégration aussi du sport là-dedans. Voilà pour ça. Alors où est-ce qu'on en est? Et quels sont des trucs exemplaires? D'abord, en matière de données, il faut dire que on peut pas dire qu'on manque des données. C'est faux ce que je vous ai dit. On a plein de données, mais elles sont complètement fragmentées. Et donc, pas interopérables. Il y a, par exemple, je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est tout frais, ça vient de sortir. C'est le 26 avril. Et donc, le 26 avril, la DGT, Direction Générale du Travail, a envoyé à tous les services autonomes et interentreprises un questionnaire, mais enfin qui était un peu questionnaire obligé, hein, avec vous êtes prié de rendre toutes vos données d'activité. Donc ça veut dire que sous peu, tout ce qui est, alors c'est une fin de controlling, d'accord, de contrôle de gestion, c'est une fin de contrôle d'activité aussi, mais voilà, ça sera numérisé. Bon. Puis on a d'autres trucs qui sont, que vous connaissez depuis longtemps, les études épidémiologiques de fond, genre cohorte constance et autres. On a, enfin il y a plein de trucs, il y a les statistiques ATMP, sur les accidents du travail, la sinistralité, voilà. Donc il y a plein de trucs. Et donc c'est bien. Il y a un autre truc qui est génial dont je vais vous parler, qui est par exemple utilisé RTE et autres. C'est l'enquête Everest. Donc là aussi c'est bien. Et en plus l'intérêt, enfin c'est beaucoup d'entreprises qui sont dans l'énergie qui globalement l'utilisent et qui les déclinent ensuite pour elles. Donc tout ça c'est vachement bien. Voilà pour Everest. Et en gros, nos enjeux, c'est d'abord, il faut consolider tout ça. Et on voit bien, il y a des mouvements positifs que vous voyez là. Vous avez le DMST, donc le fameux dossier médical en santé-travail, qui théoriquement, depuis novembre, maintenant, doit être numérisé, on doit avoir les trucs. Bon. Ça doit être aussi, alors ça, on ne sait pas quand, basculé dans mon espace santé. D'ailleurs, qu'on a eu une grosse déception, l'étape 2 du plan numérique en santé est sorti et on a beau s'être agité comme des diables dans le bocal auprès de tout le monde, voilà. Pas, je sais pas si vous avez vu, mais alors vraiment il fallait pas être dans un étage trop élevé, mais il n'est pas un mot sur la santé au travail, pas un. Et ça, voilà. Enfin, donc on fera sans eux, tant pis. L'autre chose qui est aussi tout à fait importante, c'est l'obligation du DURP, du document unique d'évaluation des risques, qui doit aussi être mis, alors on ne sait pas quand, mais ça ne va pas tarder, sur une plateforme commune qui permettra de l'exploiter. Et puis, il y a cette fameuse dont j'étais en train de vous parler, le 26 avril, là, la déclaration là-dessus. Ça, c'est un truc, il faut que ça se consolide et que ça numérise. Et l'autre chose, et là, c'est nos exemples, ce qui est important pour nous, et pour nous, certes, on essaye de voir, c'est non seulement d'avoir les données pour le plaisir, mais d'avoir des données pour l'action. Pour l'action et pour la prévention collective. Voilà donc en gros ce qu'il en est. Je vous cite pour mémoire parce que pour les itinérants et qui viendront
qui viendront en septembre à Toulouse. Ça, c'est un programme génial qui a été mené par 2 filles complètement géniales, donc un médecin épidémiologiste et une chargée de mission à l'ARS qui a fait une consolidation sur plus de la moitié des employés et des travailleurs d'Occitanie. C'est-à-dire qu'elles ont consolidé plus d'1,5 million de données en travaillant avec une trentaine de services interentreprises là-dessus. Donc elles ont fait un boulot génial. Et ça, vous le retrouverez pour ceux qui veulent dans le replay de notre premier UX Forum. Et voilà. Et maintenant, Laurent, c'est à vous. Et donc, Laurent est donc directeur général du service de prévention santé au travail Corrèze Dordogne. Alors attends, si tu veux pas avoir trop de trucs là, ça va? Oui, ça va aller. Merci, merci Anne-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Alors de la donnée à l'action. En fait, moi je vais vous raconter l'histoire. On fait un peu Paris-Province avec Thibaut. L'histoire d'un service de province Corrèze Dordogne. Donc on est vraiment dans la diagonale du vide. Sur 2 départements, notre service de prévention de santé au travail inter-entreprise, c'est à peu près 130 000 travailleurs. Je mets les agents des fonctions publiques parce que nous en suivons également. Donc c'est une petite population, mais sur un territoire qui est très large. Mais rien que sur ce petit territoire, c'est entre 15 et 20 millions d'items de data qui sont renseignés dans les DMST. Donc c'est pas neutre, et ça veut dire qu'à plus on a de matière, plus on va pouvoir les analyser et les requêter. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire et l'intérêt de la numérisation, je rappelle, Anne-Marie, vous le disiez tout à l'heure, c'est depuis le décret là qu'on doit être informatisé. Sinon, la dernière référence au dossier médical de santé au travail, c'était 2008-2009 dans la HAS. C'est une reco, et c'est une reco. Donc il a fallu passer dizaines d'années avant d'arriver à cette obligation de numériser. La numérisation, elle n'a qu'un intérêt, c'est de mutualiser et de requêter facilement de la donnée. Je ne parle même pas d'intelligence artificielle qui est algorithmée, ça va être de l'analyse. Et je prends l'exemple qui a été donné, que je rapportais en février dernier dans l'UX Forum. C'était sur 4 années, on a travaillé sur les inaptitudes. Alors on serait dans le milieu sanitaire, c'est la mortalité. Nous, la mortalité en santé au travail, c'est l'inaptitude du travailleur. Et on a requêté ce qui était à peu près la moyenne nationale. Je crois que c'est 1% de nos visites qui donnent lieu à une inaptitude. Et on a travaillé 2000 cas d'inaptitude en requêtant à chaque fois par DMST entre 150 et 200 indicateurs dedans. Donc vous voyez, les chiffres se démultiplient très rapidement. Intérêt, la première, c'est de conforter ces données locales, je le dis d'un service de province, à celles qui sont données dans des enquêtes nationales. Everest, Summer, maladie à caractère professionnel, etc. Coup de peau, ça match, c'est-à-dire qu'on est cohérent. C'est-à-dire que l'échantillon est représentatif et on arrive à travailler dessus. Bien évidemment, ce que je vous livre aussi est travailler avec une certaine rigueur scientifique. On peut tous s'improviser un peu statisticien ici et là avec nos cours de 3e. Il faut aller un tout petit peu plus loin. Donc, on fait des tests de Ki2, on fait des régressions logistiques ou linéaires. Ça nous permet de valider nos échantillons et de regarder ce qu'on a mis dedans. Il se trouve que parmi nos 2000 inaptitudes, il y a des trucs qui ne sont pas surprenants. Je vous raconte effectivement, si je vous dis les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux, psychiatriques pour certains, sont le gros de nos motifs, que les services d'aide à la personne et le BTP concentrent le gros des troubles, tout ça, ça match. Mais quand on analyse un peu plus finement par rapport à notre territoire, eh bien, il se trouve qu'il y a quelque chose de saillant, significatif dans nos stats, sont les couvreurs. Et ça on ne l'avait pas vu, ce truc-là. Alors, vous nous direz, bon, bah, c'est bien, formidable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout cela va nous permettre de mettre en place un plan d'action. Parce que nos projets pluriannuels de services, nos PSP, comme ils sont quinquennaux maintenant, on peut y aller le doigt mouillé en se disant, bon, bah, les grandes enquêtes nationales, on va travailler sur les TMS, on va travailler sur les EHPAD, on va travailler sur certaines catégories socio-professionnelles, mais peut-être qu'en infra dans nos territoires, on a faux. Ou en tout cas, il y a des priorités qui étaient invisibles et que seule l'analyse statistique de nos propres données va nous permettre de cibler. Et donc, on va réallouer nos ressources qui, je le rappelle, sont suffisamment rares. Le nombre de médecins du travail est en régression, il est en effondrement. Et il va falloir, pendant 10 années qui viennent, qu'on métamorphose le système. Il n'y aura pas plus de médecins du travail dans 10 ans. Il y en aura 10 fois moins.
Donc, comment est-ce qu'on travaille, comment on fait prévention avec un système de démédicalisation? C'est pas grave, d'autres pays l'ont déjà fait. Donc, inspirons-nous aussi d'autres expériences européennes ou internationales. En tout cas, aujourd'hui, on a l'information si on arrive à bien analyser notre data. Notre effort aujourd'hui et notre objet, je ne serai pas très long avant de donner la parole à mon collègue, c'est surtout est-ce que notre data est propre? Est-ce que nos données sont intègres? Est-ce qu'elles sont bien saisies? Est-ce qu'on utilise bien des thésaurus? Et là, on peut être ambitieux ou pragmatique. Un thésaurus qui a des milliers d'entrées, c'est très bien. Est-ce que c'est cohérent avec le pas de vacation de 30 minutes dédié à nos infirmiers, à nos médecins du travail qui sont entre l'enclume et le marteau, les salles d'attente qui sont pleines, les AMT qui sont pas, actions mieux de travail, je traduis, qui ne sont pas faites dans le tiers-temps? Il faut qu'on soit rapide et pragmatique. Si on analyse bien nos données, on devrait mieux cibler nos ressources qui sont limitées et potentiellement être plus efficace, voire efficient, parce que je crois au COP qu'on est très attentif à ces notions d'efficience et d'effectivité de la réalisation de l'offre socle. Donc c'est un moyen important d'utiliser bien nos données, de bien les renseigner. Peut-être que la certification nous sera utile à ce moment-là, parce que ça nous permettra de faire un peu des contrôles, du reporting un peu plus intelligent. Et je l'espère, en tout cas, d'avoir des projets de service très affinés par rapport à nos problématiques de terrain. Et c'est tout l'objet, effectivement, du recueil et de l'informatisation de la donnée. Anne-Marie, je m'arrête à cet endroit-là. Génial sur la tenue des temps, hein, merci. Et surtout génial sur le fond, parce que ce que vous montrez bien là, c'est effectivement le côté action derrière. C'est-à-dire qu'il y a des intuitions qu'on peut avoir, et puis quelquefois il y a des intuitions, on passe complètement à côté. L'exemple que vous donniez des couvreurs, par exemple, c'est d'autant plus important dans des services justement comme les vôtres, qui sont, vous le savez tous mieux que moi, qui sont multi-activités. Vous couvrez énormément de secteurs, d'où l'importance d'avoir de pouvoir consolider toutes ces données. Alors je voyais Marianne tout à l'heure, alors la parole sera à toi, mais tout à l'heure après sur la façon dont les questions d'interopérabilité sont indispensables de ce côté-là, voilà aussi. Alors merci Laurent, on vous repasse la parole tout à l'heure. Alors Thibaut maintenant. Thibaut Fleury est directeur général donc d'efficience santé au travail, et donc toi tu es à Paris, région parisienne, encore une fois, tout autre type d'activité, de relations, et puis en même temps aussi problème de transport, mais ça c'est encore autre chose. Je suis pas malheureux, ça va. Même si la région me manque. Voilà. Donc c'est d'accord. On est un peu dans le même registre. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir. Est-ce qu'on a des points communs sur les données Paris-Province? Et oui, visiblement, on a déjà des points communs. Sur le 1% d'inaptitude qui ressortent de nos visites, on est sur les mêmes ratios. Voilà, donc efficience, l'an dernier, on a dû faire 130 000 visites. On a 1% de visites. On a fait la même analyse d'ailleurs, alors la même analyse, la même recherche vis-à-vis des inaptitudes. Pourquoi on est allé là-dessus? On est allé là-dessus parce que celle-là, finalement, c'est sans doute la seule donnée sur laquelle, en gros, il n'y a pas de discussion. L'inaptitude, dans nos bases, on l'a, elle est certaine, elle est intègre. On a essayé d'aller un peu plus loin. On s'est dit, tiens, les fameuses annexes 4 dans nos logiciels, c'est-à-dire dès qu'il y a un aménagement de poste, on s'est dit, on va aller chercher là aussi ce qui se passe au niveau des aménagements de poste. C'est déjà moins intègre. C'est déjà moins intègre parce que finalement, on retrouve dans ces annexes-là des choses qui ne relèvent pas de l'aménagement de poste. Il y a des fois de simples commentaires, etc. Mais bon, ça peut donner une coloration. Donc voilà, pour partager sur cette donnée-là, c'est intéressant. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Nous, il y a deux plans d'action qu'on peut avoir là-dessus. C'est évidemment ciblé sur des secteurs. Alors nous, on n'a pas les couvreurs qui sont ressortis en premier. Ce qui est ressorti en premier, c'est les gens du nettoyage, c'est tous ces métiers-là physiques. Et, voilà. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir à quel âge en fait intervient la problématique. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 48 ans. Voilà, je ne sais pas si c'est à peu près la même chose. 48 ans. Une inaptitude à 48 ans, c'est super jeune. Quand on parle de la question de la retraite jusqu'à 62, 64 ans et qu'on dit qu'il n'y a pas la moitié des gens qui arrivent jusqu'à cet âge-là, là, on a une donnée vérifiable de dire que les gens ils sortent potentiellement d'un emploi ou de l'emploi à 48 ans. Donc ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, c'est de prévention. Comment j'alerte et la branche, le secteur d'activité, et les employés que je vois en embauche
sur le fait que, messieurs, mesdames, potentiellement, statistiquement, si rien ne change, vous avez une chance sur 2, potentiellement, d'avoir une inaptitude qui intervienne dans cette tranche d'âge. Et il faut dire les choses. Et donc, ça amène à la question de l'employabilité derrière. Je crois que c'est à une autre conférence, on parlait de, oui, c'est juste avant, sur la conférence où j'étais, c'est de dire, voilà, nous, services de santé au travail, quel rôle on joue sur les bilans de compétences, sur ces questionnements-là, avant qu'il y ait une inaptitude. Donc, si on les prend en amont et que déjà les gens sont sensibilisés en disant, ce métier-là, potentiellement, écoute, tu peux le faire 20 ans, prépare-toi à la suite. Et si la branche déjà, et l'entreprise, on lui dit, voilà, dans ton plan d'accompagnement, dans ta responsabilité sociale d'entreprise, comment tu te positionnes pour que ces gens-là, ils ne se retrouvent pas juste sur le carreau et que ça soit la collectivité. On a de la chance en France. On a quand même un système de réparation qui est extraordinaire. Donc, il faut le maintenir. Enfin, on fait reposer sur la collectivité cette absence de prise en compte de choses que l'on sait déjà par avance. C'est-à-dire, toi, 20 ans, c'est fini, il va falloir que tu fasses autre chose. Donc, c'est la direction qu'on est en train de prendre sur les données. Mais c'est vrai que c'est encore très, très limité parce qu'on n'a pas des données qui sont intègres. Donc, la bonne nouvelle, tu le disais, Anne-Marie, tout à l'heure, on a des décrets qui sont sortis. On nous attend sur des données très calibrées, très qualifiées sur le dossier médical en santé au travail. Et d'ici quelques années, combien d'années, j'en sais rien, on devrait être très performant sur ce qu'on est capable d'analyser, donc de prioriser et de proposer en termes de prévention. Et donc, efficience, on n'en est encore qu'au balbutiement, comme d'autres services, mais on essaie d'avoir des petites victoires. C'est-à-dire, tiens, on est capable de déduire des choses de nos données. Pour donner aussi le goût à nos professionnels de santé de se dire, vos données, elles servent à quelque chose. Parce qu'une des grosses difficultés, ça a été, pour les professionnels de santé, de se dire, attends, moi, je suis sur le suivi individuel. Donc, j'ai besoin de savoir que d'une visite sur l'autre, qu'est-ce qui s'est passé. Mais très peu d'approche populationnelle pour l'instant. Donc, à chaque fois qu'on arrive à faire une victoire comme ça en disant, tiens, bah, ça sert à ça, ce que tu nous as donné, et toi, tu vas pouvoir l'utiliser aussi dans ton quotidien pour informer les salariés, ça peut être utile. C'est non seulement utile, c'est absolument indispensable, et bravo de faire ça, parce qu'effectivement, la vieille question, pardon, mais peut-être que dans les générations maintenant, c'est plus là maintenant, mais celle qu'on se posait, les questions de boîte de nuit à 3 heures du matin avec à quoi je sers, dans quelle étagère, et surtout à quoi je sers, c'est vraiment le truc. Là, c'est ce que vous faites, ça sert à quelque chose, c'est utile, c'est important, et ça sert pour piloter l'ensemble. Comment ce que tu nous sais, Thibault là-dessus, c'était la façon dont, à partir de ces données, tu travailles avec tes propres équipes, justement, pour faire des opérations ciblées. Ah, alors, c'est pas sur le même exemple, mais on s'est retrouvé au moment du Covid à se dire qu'est-ce qu'on fait. Et à partir de quelles données je peux prioriser mon action? Puisque là, 16 mars, tout d'un coup, on a bien vu que les entreprises avaient potentiellement des besoins, qu'on nous attendait au tournant. Et donc, même si on n'avait pas énormément de données très qualifiées, il y a des données type administratives qu'on utilise assez peu. Et là, on s'est mis à les utiliser pour extraire les secteurs d'activité qui étaient en nécessité d'accompagnement. Et donc, on a demandé à tous nos professionnels de santé de prendre cette liste-là et de décrocher le téléphone. Et on a fait aussi parallèlement des newsletters ciblés par secteur d'activité pour leur envoyer des données qualifiées, pas juste des newsletters qui étaient globales, mais des informations qualifiées sur secteur d'activité. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est déjà une révolution parce qu'on montre bien qu'à partir de data, même basiques, on arrive à orienter les équipes vers quelque chose. C'était déjà l'objet sur les projets de service, en fait. On le fait, mais sauf que dans les faits, je sais pas chez toi, mais chez nous, le projet de service, on faisait l'étude, on faisait du consensus autour des programmes, mais en fait, il se passait pas grand-chose. Là, avec le Covid, on est allé dans l'action. Et donc, la donnée, c'est intéressant si on agit derrière. Ouais. Voilà. Ça, c'était le message que on peut passer. Et donc, l'intégration de la compréhension de l'importance de ces datas aussi par, j'allais dire, les équipes opérationnelles, complètement. De ton côté, Laurent, et puis après, je ne veux pas la prendre complètement en traître, mais je voudrais te passer la parole quand même. Donc, te laisse quelques minutes pour avoir l'optique aussi d'une grande entreprise sur ces questions de données. Laurent, comment tu as vu évoluer les choses justement sur l'implication dans ces données? Parce que entre nous, juste parenthèse, ils ont fait un boulot qui m'a envoyé qui est absolument super, hein, sur ces données, sur ces données-là, sur ces deux départements.
Oui, alors moi je tire le chapeau aux équipes parce qu'effectivement c'est souvent, on essaie de professionnaliser également l'analyse des données. Alors tout ce que j'ai livré, c'était en février dernier, j'en ai donné un peu plus, c'est élaboré avec un petit pool épidémio. Et Thibault parlait de médecine populationnelle. On a une chance incroyable. Dans nos services, allez, on peut se le dire, tous les 2 ans à peu près, parce qu'on est largement meilleur que la loi, le maximum légal. On passe toute une population d'actifs, on carotte toute une population d'actifs en termes de prévention. Pratiquement, il n'y a plus que nous qui faisons ça. Je dis un peu cocorico en termes de droit privé, mais dans le dernier village où il y a des travailleurs, le service de prévention de santé au travail interne, il y est. On a un bout de vacation, une coopération avec la maison de santé pluridisciplinaire du coin. Donc, nous, notre intérêt, ça a été de faire glisser un peu culturellement. Je coche de la donnée. C'est pas un flicage et un reporting stérile. C'est une bonne discipline que je me donne à moi-même pour analyser si je suis un vrai animateur équipe pluridisciplinaire, j'anime et coordonne, dit le texte. Je suis aussi en mesure de nourrir mon équipe et de l'envoyer, de la driver vers un secteur, vers une population, vers un territoire, avec des partenaires, le cas échéant, si on travaille sur certaines pathologies. Donc là, le glissement, en fait, le plus important, c'est de dire, c'est plus une obligation et un pensum, c'est une discipline, une hygiène un peu professionnelle de bien remplir ma data. C'est loin d'être simple. Je ne jette absolument pas l'opprobre aux professionnels de santé, mais le plus dur pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir un espéranto commun. Voilà, je disais tout à l'heure des thésaurus très complets, c'est très bien, trop complets, c'est rebutant. Il faut peut-être déjà parler une sorte de globish de santé au travail, déjà à peu près digeste, et on le raffinera. Ce que l'on fait par contre, nous maintenant, nos collègues demain, dans 10 ans, n'auront pas à le refaire. Donc on essuie un peu les plâtres, là on se numérise tous, on a nos décrets, on a nos thésaurus, on a nos matrices, et on essaye de faire un petit peu d'animation pour essayer de convaincre toujours les gens de bien rentrer ces indicateurs. Donc ça devient quelque chose d'utile, à nous de le prouver. Super, bravo, merci à toi. Alors, j'aimerais qu'on passe la parole à Philippe Garabiol, dont on a la chance qu'il soit là aujourd'hui, secrétaire général du COQ. Alors, Philippe, pour parler, le mieux, c'est le truc sur le menton et pas devant la bouche, parce que ça permet de prendre des photos. Pardon, si je peux me permettre. Merci Philippe d'être là. Merci de me donner la parole. Merci aux intervenants. Le sujet est fondamental. Le sujet est fondamental parce qu'on passe de l'artisanat à l'entreprise, très clairement. Avant le data, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes excellentes, mais des personnes qui travaillent avec leurs propres mains, leur propre mémoire, leur propre intelligence, leur propre cœur. C'est très bien, mais ça ne dépend que d'eux. À partir du moment où on crée des data, on crée un collectif de travail beaucoup plus puissant. Donc le data, effectivement, enlève une part, je dirais, de sentiment au travail. Faites clair. C'est plus sympa lorsqu'on fait tout seul et puis qu'on transmet aux compagnons qu'on a décidé de prendre. Bon, maintenant, ce modèle-là, c'est un modèle ancien. Le modèle nouveau, il est tout à fait différent. Le modèle nouveau est tout à fait différent tout simplement parce que la politique de santé au travail a pris un peu de retard, mais prend les mêmes voies de traverse que la politique de santé publique. Donc, peu à peu, on passe, disons, d'un registre où on avait les individus, puis des petits collectifs, à une stratégie nationale. Et les partenaires sociaux, comme les entreprises, comme les salariés, ont un but, c'est de mettre en œuvre le pilotage de la santé au travail. Les services de prévention et de santé au travail, qu'ils soient interpro ou qu'ils soient autonomes, participent pleinement à la construction de cette stratégie. C'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Lorsque les entreprises, ou même les salariés, enfin employeurs et salariés, viennent et disent « Ah non, mais quand même, on perd du temps, ou on perd un peu d'argent. Enfin, bref, c'est une obligation, mais quand même. » Eh bien, la meilleure façon de leur répondre, c'est de dire avec toutes les données que nous possédons, désormais, on aura un plan national, plan régional, et on va vous apporter quelque chose. C'est fondamental. Et je pense qu'on y est là. L'exemple des couvreurs, je l'ai adoré. Partout, on a des couvreurs à découvrir, si j'ose dire. Hein? C'est ça le mot du message. Vous pouvez tout faire. Et la data, c'est l'avenir. Moi, je plaide, et je terminerai là, pour un
vous arrêterez l'expression en anglais, un Labor Health Data Hub. Donc, finalement, un centre de gestion de santé au travail. Il en existe un en santé publique, bon, il en existe un, il est en train d'être construit parce qu'il y a eu la loi. Moi, j'attends beaucoup que, loi ou pas, on construise un centre de gestion de données en santé au travail. Merci et bravo à Philippe, parce que c'est exactement ce dont on a, globalement, ce dont on a besoin. Alors, je vais vous dire, on essaye d'y travailler par en dessous, si je peux me permettre, parce que on raconte pas, nous, on essaye les portes, les fenêtres, les caves, et globalement, mais oui, carrément. Et donc, on essaye, on a le projet, effectivement, de construire, avec ou sans, d'ailleurs, le Health Data Hub, d'aider à construire des entrepôts de données de santé-travail. Et donc là, on en a 2 qui sont en train de mitonner. On aimerait bien peut-être voir avec vous comment on pourra mitonner tout ça, mais voilà. Alors là, je crois que notre député, il va pas être là, hein, donc j'ai eu encore un petit message pour nous dire l'audition malheureusement n'est pas terminée, et donc voilà, tu t'as rien toi, donc bon, l'audition n'est pas là, donc ça fait rien, on continue sans lui. Juste ce que je voulais vous dire là-dessus. Pour directeurs de services de santé au travail et médecins coordonnateurs qui sont là et médecins autonomes, c'est pas parce que t'es derrière Valérie que je te vois pas, donc voilà. La seule chose que j'ai vue avec son organisation, Eric Botorella, c'est qu'on puisse avoir d'ici quelque temps plutôt un truc j'allais dire réunion pas publique en circuit fermé pour travailler là-dessus et voir globalement comment avancer. Parce que pour une fois, et merci Philippe d'être là, parce que vous n'êtes pas beaucoup à être je dirais pushy sur cette question et d'un certain côté transministère et trans-institutions et autres, et donc il est OK pour ça. Donc voilà. Alors, si vous voulez bien, moi j'aimerais bien aussi, peut-être, si tu voulais nous dire 2 mots sur la façon dont par exemple, toi, avec avec ton médecin coordonnateur, donc son médecin coordonnateur s'appelle Florent Désert. Comment toi, RTE, donc directrice, alors la totalité du truc, c'est santé, sécurité, qualité de vie, tout ça, groupe RTE, donc à la fois l'activité France essentiellement, et puis éventuellement des activités, il n'y a pas d'activité ingénierie internationale, donc voilà. Comment tu utilises, demandes ou autres les choses, alors pardon de te faire lever alors que tu es un peu mal à la patte. Oui, bonjour. Donc, Nathalie Perrin. Nathalie Perrin, ici présente. Donc, effectivement, moi, je m'occupe, je chapeaute le service de santé, prévention et santé au travail autonome, puisqu'en fait, RTE, on a un agrément et on a nos propres médecins. Alors, on est encore très, très modeste, puisque alors nous, on utilise Everest. C'est encore très, très modeste, puisque il a fallu quand même un peu d'acculturation et d'acceptation par les médecins pour utiliser la grille, en fait, hein. Et là, maintenant, c'est à peu près acquis pour tous les médecins qui travaillent pour nous. Et donc, du coup, on fait remplir la grille par les salariés en arrivant en visite médicale. Alors, on a du personnel en plus exposé au risque. Donc, on a un taux de visite renforcé. Donc, on les a même plus que 2 fois, enfin, tous les 2 ans. On les voit tous les ans. Et donc, du coup, petit à petit, on arrive effectivement à créer une base de données qui est assez intéressante. On fait des bilans sur 2 années glissantes tous les ans. Là où on est encore au balbutiement, c'est comment on prend ces éléments-là pour les rentrer dans le DURP que tu as cité et comment on les exploite. Alors, on travaille beaucoup avec les directeurs d'établissement, donc l'employeur, côté employeur, pour leur donner cette vision. Je dirais que pour l'instant, restons très modestes. On en est vraiment à donner une vision, à donner des éléments, à sortir ce qui est prépondérant. Mais on n'a pas encore complètement abouti et parcouru tout le chemin à parcourir. En tout cas, ça progresse et merci. Et c'est un exemple qu'on prendra d'ailleurs, si je peux me permettre, lors d'une prochaine session, c'est que d'une façon générale, les entreprises de l'énergie d'abord utilisent beaucoup Everest, mais en même temps pour certaines, et je ne pouvais pas être là aujourd'hui, Orano notamment, pour des questions, j'allais dire, de surveillance des risques nucléaires, et depuis des années un système que vous connaissez peut-être de nom qui s'appelle CISERI et qui permet justement de regarder d'un peu précisément la question de des doses là-dessus. Merci oui, Nathalie. Alors, effectivement, juste pour compléter sur Everest, alors nous, c'est une petite entreprise, on n'est que 9500 salariés, donc ça fait de la donnée, mais pas plus que ça. Et effectivement, on peut s'intercomparer avec toutes les entreprises électriques et gazières. Donc déjà, on met un peu plus. Et puis, il y a d'autres entreprises aussi, ce qui fait qu'on a des références, comparabilité, en fait. Voilà. Et comme ça fait 3 ans qu'on le fait maintenant, on a surtout une progression.
Parce que je pense que la photo en elle-même, elle a du sens, mais c'est surtout les tendances qui Absolument, sont intéressantes. un chiffre a de sens que comparé à d'autres et aussi en évolution. Merci merci Nathalie de ce côté-là. Alors pardon, je vous lis de petits messages parce que j'ai droit à des messages en continu de la conseillère politique 2 et qui dit bon bah ça s'annonce vraiment compromis. Les questions en commission s'enchaînent depuis 3 heures. Vous présentez aux participants toutes mes excuses et toutes nos excuses. Alors voilà, donc on fera un débrief individuel les fois prochaines et puis on reviendra vers vous avec ça. Alors nous, ça ne nous empêche pas de continuer, au contraire, et donc d'enchaîner, si je peux me permettre, avec alors Thibaut. Pardon, on a vu. Et donc, alors pardon, parce que vous voyez, là, techniquement, c'est le contraire de d'habitude. Oui, il nous reste 5 minutes. C'est le contraire de d'habitude. D'habitude, on n'arrive pas à établir la connexion. Là, on a la connexion, mais on n'a pas le cavalier. Alors voilà. Et donc, voilà. Alors, Marianne, toi, de ton côté, Marianne Cimino, donc elle est déléguée au numérique en santé de Numéum, qui est, je dirais, la grande structure qui rassemble l'ensemble des entreprises du numérique. Comment à la fois vous abordez, vous préparez dans l'ensemble finalement des domaines de santé, parce que Dieu sait s'il y en a, des spécialisés, des hospitaliers, des de villes. Anne-Côte, si tu peux piquer le micro qui est là, ça serait sympa. Comment vous préparez, comment vous voyez les choses, et notamment avec les ambitions alors c'est un horrible mot, mais il est très très nécessaire, c'est la santé populationnelle, c'est-à-dire des approches collectives prenant d'autres types de critères. Alors, on a brassé beaucoup de concepts, hein, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est un besoin de collecte, un besoin de qualité, un besoin d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se parler la même langue pour pouvoir travailler sur les données. Et quand on parle de données, en général, ça génère beaucoup de questions, notamment de confiance, de qu'est-ce qu'on va faire avec mes données, de avec qui je vais partager mes données, de l'IA. Donc tout ça, ça génère beaucoup de peur. Et là-dessus, il y a des choses qui progressent très vite et il y a des choses qui prennent du temps. Et vous venez de le dire sur la santé et le travail. Le train de sénateur et le train de député, pardon. Voilà. Et il y a des choses qui progressent. Par exemple, ce matin, on me parlait d'une étude européenne de l'équivalent de l'UFC Que Choisir, hein, donc des associations de consommateurs européens. 88% de nos concitoyens européens sont prêts à partager leurs données avec leur médecin traitant. Voilà, quand on parle de partager la donnée avec une institution, alors je sais pas médecine du travail, hein, mais voilà, quand on parle de l'administration, voire même des industriels, là on tombe à 10-15%. Voilà, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que un industriel du numérique va faire avec mes données? Donc ça, il y a toujours cette peur, mais on voit aussi que c'est quand même tout le monde commence à comprendre que c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que si mes données sont mises à disposition pour un premier usage, voilà, auprès de mon médecin traitant ou de mon médecin du travail, si demain c'est quelque chose qui se fait, peut-être que du coup, je pourrais être mieux soignée, on pourra me détecter des risques, ou on pourra me suivre mieux sans que j'ai besoin moi de taper à X porte pour être écoutée. On sait que l'intelligence artificielle, voilà, c'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'on sait travailler sur des images, par exemple, qu'on sait travailler sur de la dermatologie, qu'on sait travailler sur de l'ophtalmologie, qu'on sait, voilà, donc on sait suivre des masses de personnes grâce à ces solutions. Il faut pas en avoir peur. C'est aussi la possibilité demain d'être mieux soigné, d'être mieux accompagné dans son parcours. Alors à Numéum, c'est vrai qu'on représente un ensemble de solutions très diverses, qui vont de la télémédecine, les laboratoires d'analyse médicale, l'industrie pharmaceutique, l'hôpital, la médecine de ville, voilà, la médecine santé au travail. Voilà, donc c'est tout on a l'habitude de dire que dans sa vie, à un moment donné ou à un autre, dans son parcours, on va utiliser une solution d'un adhérent de Numéum, parce que pour prendre un rendez-vous, pour payer l'hôpital, pour commander
un taxi social pour aller faire une visite médicale, etc. À chaque fois, il y a des solutions numériques derrière. Et on est bien content de pouvoir utiliser certaines solutions pour aller plus vite, prendre son rendez-vous plus facilement, etc., etc. Voilà. Et effectivement, on est en train de considérer que la santé, c'est bien plus large que juste les soins et la question du médical. Et on est en train d'essayer d'acculturer nos autres collègues sur la question de la santé populationnelle comme étant quelque chose qui va s'intéresser à 90% de la population qui n'est pas malade, mais qui peut potentiellement avoir des facteurs de risque qui fait qu'à un moment donné, on bascule et on rentre dans une strate de pathologie qui de plus en plus s'aggrave et devient pluripathologique. Et aujourd'hui, notre système de santé, il est beaucoup axé sur ces 2% de nous qui sommes des patients multirécidivistes et qui sont dont le coût est extrêmement lourd pour nous, les patients, et aussi pour la société. Et donc, l'idée, c'est d'inverser la logique et c'est de s'intéresser aux 90%, 98% des gens qui vont bien pour éviter qu'on devienne malade et qu'on s'aggrave dans nos pathologies. Voilà. Et ça, on a l'habitude de dire que c'est 40% de données, 30-40% de données de santé, des données de soins, mais c'est 70% de données exogènes au système de santé. C'est-à-dire, des données d'environnement, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le bruit, la santé mentale, les questions de territoire. C'est aussi la santé populationnelle s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les territoires, quelle est l'offre qu'on peut avoir dans son territoire, la santé au travail, la santé à l'école, les données socio-économiques. Par exemple, on sait qu'il y a une étude qui dit que si on ne peut pas se chauffer à plus de 14 degrés, potentiellement, c'est un facteur, c'est un indicateur de données socio-économiques, mais c'est demain des conditions de santé qui vont se dégrader. Voilà. Donc ça veut dire que tout ça, ça a du lien. Et donc, si on veut pouvoir faire de l'intelligence sur des données disparates aujourd'hui, un peu chez vous, un peu dans des données environnementales, un peu des données de collectivité, etc. Imaginez le chemin qui nous reste à faire, parce que Mais le chemin, je voudrais être là, le chemin est bien en route de ce côté-là. Et effectivement, entre la santé populationnelle et la santé globale, alors. Je t'arrête là maintenant parce qu'il nous reste 3 minutes pour peut-être une question, pardon, et puis vos réactions là-dessus. Nous, c'est l'une des raisons, par exemple, pour lesquelles au Cercle on a passé un partenariat avec Santé publique France et cette fameuse direction environnement et direction environnement santé travail de ce côté-là, en développant des actions avec eux, parce qu'il est maintenant demain de ce que tu dis de donner que en approche globale. On ne peut plus avoir d'approche aussi segmentée. Alors, une question, une remarque pour 1 minute et pas beaucoup plus, pardon, on n'est pas sympa de ce côté-là. Alors, pardon de faire de la solidarité féminine. Bonjour, Pauline Chambas, journaliste. J'ai une question, vous parlez d'interopérabilité. C'est sans doute parce que je connais rien au numérique, mais au numérique, j'ai du mal à... Enfin, je me dis que c'est tellement un enjeu important qu'on pourrait imaginer qu'il est supérieur au marché. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a encore plein de logiciels, mais peut-être que je me trompe, et que du coup, tous les services inter n'ont pas le même logiciel, alors que l'enjeu, c'est quand même la traçabilité des expositions individuelles et collectives. Donc. Merci de la question, super pointue. Vous voulez qu'on réponde d'abord à la question et super, voilà. Alors voilà, pardon, allez-y. Quelques éléments de réponse. C'est pas un problème technique en soi. C'est un problème d'exigence qui n'a pas existé, je pense, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, je pense à partir du moment où une exigence claire va être posée aux éditeurs, ils vont faire comme les autres. La question n'est pas d'avoir un logiciel unique. Regardez la question des services RH. Ils ont tous des logiciels différents en RH. Ils sont tous capables d'aller verser de la donnée pour la déclaration nominative. Donc c'est pas
C'est pas un problème. Le problème, c'est d'avoir une exigence de dire, quelque part, j'ai un format attendu pour pouvoir transférer de la donnée. Point. Juste pour compléter. Un mot, et le président conclut, parce qu'on est en train de se faire engueuler. Oui. Mais regardez ce qui s'est passé avec Sésame Vital pour les temps de moins de 20 ans, on ne savent pas. Il y avait 400 éditeurs de logiciels. Une fois qu'on a normé un petit peu plus les procédures d'interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec un langage commun, il en reste, je sais pas, une trentaine sur le marché. En santé au travail, c'est un peu encore plus réduit, mais c'est pas très grave à la limite. Autant mieux d'ailleurs, ça permet d'optimiser un peu, de faire de concurrence et de R&D sur les éditeurs. L'essentiel, c'est que le langage soit commun. Après, le plus important finalement, c'était l'identifiant national de santé. C'était ça le traceur. Maintenant, ça va aller plus vite. Merci, mais effectivement, dans un business, malheureusement, il y a un moment où tout le monde ne peut pas gagner. Oui, Monsieur, allez-y. Ouais. Merci. Michel Le Taillanter, j'organise les rencontres de la cancérologie française où nous abordons toutes ces données de santé, notamment avec le ministère. Et ma question est la suivante. Y a-t-il une perméabilité prévue entre mon espace santé et l'espace santé au travail dont vous avez parlé, monsieur? Je me permets de répondre avant de te passer la parole. Juste 2 secondes. Normalement, l'obligation, elle est pour le début de l'année 2024. Mais comme on avait exactement la même obligation théoriquement il y a 3 ans et que tout le monde l'a oublié, mais qu'il y avait quand même un décret, bon, alors on peut se dire qu'on va faire en sorte que ça marche. Légalement, il y a une obligation. Maintenant, voilà, la réponse de l'œil tout à fait de l'expert. Alors, il y a déjà des travaux sur donner accès au personnel de santé qui sont considérés dans la médecine du travail. Aujourd'hui, les données de santé ne sont pas accessibles aux médecins du travail. Voilà, c'est quelque chose qui est assez étanche. Voilà, et c'est une règle que la CNIL a imposée. Donc, il y a ce qu'on appelle une matrice d'habilitation dans le dossier médical personnel, donc dans le Mon Espace Santé, qui indique qui a droit d'accéder à quoi. Voilà. Et donc déjà l'équipe de soins, c'est déjà pas évident à définir. Voilà. Pour l'instant, voilà. Et donc ils sont déjà en train de donner les moyens d'identification et d'authentification aux professionnels qui sont dans le secteur de la médecine du travail. Voilà. Ce qui est déjà une première chose. Alors, on saura qui pourra accéder par ce biais-là. Voilà, on n'est pas encore à mettre du dossier de santé au travail dans Mon Espace Santé. Pour rien, si je peux me permettre, qui n'ont pas il n'y a pas un mot de la santé au travail dans l'objectif, malheureusement, 2020, c'est 2024-2027. Alors, oui, mais on peut dire qu'on va essayer de pousser, voilà, donc tous unis, même combat, on y va, et je crois qu'on va vous remercier, et parce que on va vraiment se faire engueuler, donc ça c'est bien, merci, un grand merci, et je vous propose effectivement qu'on les applaudisse, c'est important vos témoignages et que vous veniez porter tout ça. Merci à vous tous, et merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne aussi, et merci surtout à vous qui êtes là. À bientôt.